Bonjour Paul Molac, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bon, dans un contexte un peu particulier, on arrive à la fin d'une année ou au début d'une autre. Une année 2020 très très particulière. Qu'est-ce que, en tant que député, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2020 ? Alors c'est effectivement une année comme on n'en a pas connu, enfin moi, pas en tant que député en tout cas. Et la première chose, c'est, je vais revenir au mois de mars, c'est finalement tout qui est arrêté. Et ça, c'est un peu irréel, surtout pour un député où finalement on a beaucoup de travail, y compris le week-end, puisque c'est là qu'on rencontre les citoyens qui nous disent un certain nombre de choses, et là, il n'y avait plus rien. Donc c'est un peu déstabilisant. C'est déstabilisant humainement, c'est déstabilisant aussi au niveau des liens sociaux que l'on peut avoir, et puis c'est déstabilisant évidemment au niveau de notre organisation, à la fois politique et à la fois économique. Alors avec un virus qui nous a pris de court parce que pour beaucoup de choses, d'une part, on n'avait pas forcément les éléments nécessaires pour pouvoir suivre et lutter contre cette maladie dès le départ. Je pense aux masques, je pense aux protections, même les soignants ont été un peu démunis. Et puis, honnêtement, les soignants ne savaient même pas eux-mêmes comment le soigner. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de monde en réanimation, beaucoup moins de monde à l'hôpital, et c'est vrai qu'on a des protocoles qui permettent quand même de lutter de façon assez efficace contre ce virus. Alors, ce que ça m'inspire, si vous voulez, c'est que quand on avait ce genre de choses autrefois, on peut dire que ça se répandait dans la population, on avait beaucoup de morts, et finalement, on n'arrêtait ni l'économie, ni la vie sociale. Par exemple, la dernière pandémie, c'est 1968, et on n'a rien arrêté. Et là, on voit bien qu'on prend en charge tout ça, donc c'est nouveau. Pour autant, c'est assez déstabilisant parce que pour plein de secteurs économiques, je suis très 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 inquiet. Tout ce qui est de l'événementiel, tout ce qui est de la culture, tout ce qui est de l'hôtel, tout ce qui est de la restauration, tout ça, je me demande comment ça va être possible de continuer après. Donc c'est un vrai problème. Et on n'a pas de perspective claire, sinon on soigne beaucoup mieux le virus, ça c'est vrai. Et on a des protocoles qui nous permettent en fait de ne pas être malade, en gros. Alors évidemment, c'est pas à 100%, parce que ça n'existe pas. On ne peut pas dire que les gens sont tombés malades, que c'est de leur faute. Faut arrêter avec ça. Les soignants, les enseignants qui sont devant les élèves, etc., ils vont au boulot, et quelquefois ils sont malades parce qu'ils vont au boulot. Donc, et moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est vraiment la résilience qu'on a pu avoir parce que, les hôpitaux ont tenu malgré les difficultés. 2, les gens respectent globalement toutes les consignes qui leur sont données, j'allais dire même les plus absurdes. Enfin, quel sens ça a de se faire une dérogation pour aller travailler ? Mais évidemment qu'il faut aller travailler. Enfin, il y a parfois des choses qu'on nous demande, j'ai bien du mal à les comprendre, et évidemment, je le dis au pouvoir et au gouvernement, puisque c'est mon rôle de faire remonter. On a eu beaucoup de travail au début du confinement parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient laissées sur le côté, etc. Donc il a fallu faire remonter toutes ces petites choses, mais qui impactent durement certaines entreprises. Ou alors les difficultés dans les hôpitaux, ce genre de choses. Donc ça s'est pas vu forcément, mais on a beaucoup informé tous les ministères des difficultés de terrain. C'est notre rôle et on l'a joué à plein. Et après, évidemment, on essaye de défendre les libertés du peuple face à un pouvoir exécutif qui, lui, par contre, s'arroge beaucoup de droits. Oui, parce qu'en fait, on voit beaucoup parler le président de la République, le Premier ministre, enfin les ministres, etc. Mais on peut se demander quel est le rôle du député dans tout ça, quoi. Alors, le rôle du député, ça a beaucoup été des alertes. Et pour une fois, je dois avouer, dans un certain nombre de domaines, le gouvernement a écouté. Et on a pu effectivement travailler avec eux pour, je pense à certaines entreprises qui par exemple n'avaient pas le droit aux aides. Si vous aviez des fonds propres négatifs, si vous étiez en redressement, vous n'aviez pas le droit aux aides. Donc tout ça a été réglé. Sur les questions parfois des masques et tout ça, c'est un peu compliqué. Ils ont mieux fait de nous dire que bon, il n'y en avait pas, c'était plus simple, qu'il fallait en faire avec des tissus, etc.
ça aurait été, à mon avis, plus sage. Mais globalement, le système a tenu, le système économique a tenu, le système de soins a tenu, et donc ce qu'il faut maintenant, c'est préparer l'avenir. Oui, alors justement, parce que vous parliez de résilience, et puis on arrive maintenant après plusieurs mois de vie difficile avec ce virus. On parle d'une troisième vague, enfin on voit bien que les choses restent compliquées. Comment on peut avoir une vision optimiste de l'avenir des mois qui viennent? Alors c'est compliqué parce qu'on peut avoir en plus des personnes dans notre entourage qui sont touchées, qui peuvent être très malades, voire certains qui malheureusement sont décédés. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce virus-là s'attaque quand même aux personnes les plus faibles. Donc il faut faire très attention à eux. Je pense à ceux qui ont des comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire qui ont des problèmes pulmonaires, qui ont des problèmes cardiaques. Mais ceux qui sont bien portants, honnêtement, la maladie n'a pas un énorme impact sur eux. Alors on va toujours trouver quelqu'un, forcément, mais c'est de l'anecdotique. Par contre, sur les anciens, sur ceux qui ont des problèmes, là c'est plus anecdotique. Donc il faut protéger ces gens-là en priorité. Et évidemment, ça ne va pas détruire notre société. On a déjà eu ça autrefois. Et c'est un virus qui est dangereux, mais qui n'est pas aussi dangereux, par exemple, que la peste ou le choléra. Donc il faut garder une certaine mesure, parce que sinon, comme c'est un peu nouveau, si je puis dire, bon, on en a à peu près tous les 30 ans quand même. Hein. Donc il faut garder une mesure. Et là aujourd'hui on met le focus dessus, alors qu'autrefois ça passait par pertes et profits. Donc c'est bien, ça veut dire que finalement on est de plus en plus attentif à la fois à nos anciens et à la fois à ceux qui sont malades. On ne va pas s'en plaindre. Après, il faut garder une juste mesure. Et puis il faut continuer à vivre. Parce que on peut mourir du Covid, mais on peut mourir aussi de dépression ou de troubles psychologiques. Donc il faut garder un lien social forcément. Il faut faire attention, il faut respecter les gestes barrières, mais en même temps il ne faut pas s'empêcher de vivre. Parce que la vie, c'est ce qu'il y a de principal, et tant qu'on l'a, il faut l'utiliser. Il faut vivre avec les gens, sinon on va tourner un peu fou, quoi. Ouais, justement, c'est cet aspect-là que j'observe, qui revient un petit peu en ce moment dans les discussions, notamment avec certains élus, c'est l'impact sur la vie associative, la vie sociale. Est-ce que vous mesurez ça aussi? Ah oui. Oui, bien sûr. Alors, j'ai écrit plusieurs fois à différents ministères, par exemple pour les groupes de musique, pour le financement des associations. Alors, il y a des choses qui se font au niveau de la région pour les associations, mais alors ça restera limité parce que la région n'a pas beaucoup de moyens, mais on est sensible effectivement, parce que les associations se finançaient souvent par une grande fête l'été. Je pense à nos associations sportives, je pense à nos associations comme les OGEC, comme les amicales laïques, etc. Et là aujourd'hui, ils n'ont plus ces rentrées d'argent. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais je parlais aussi de la survie, mais pas seulement financière. Est-ce que ce qu'on appelle les cheveux gris, qui constituent le gros du bataillon des bénévoles qui font vivre ces associations, est-ce qu'ils seront de nouveau là le jour d'après? Moi je pense que oui, parce que ces personnes-là qui s'investissaient avant, là maintenant se protègent, ce qui est normal. Après, je pense qu'ils reviendront, parce qu'il y a quelque chose qui est inscrit quand même. C'est cette faculté que l'on a à faire des choses ensemble pour des causes. Alors, ça peut être des causes, des grandes causes, le handicap par exemple, je pense au Téléthon, on était à Saint-Servant il n'y a pas très longtemps. Il y a d'autres choses, c'est du local, c'est pour que les choses soient plus fluides. Et ça, je pense que ça restera, parce que je ne vois pas les gens arrêter. Et quand vous avez cette habitude-là, quand vous avez été élevé comme ça, vous n'arrêtez pas. Ça a été bien avant d'être député. Je crois que la première association dans laquelle j'ai été, j'avais 17 ans. Et depuis, j'ai toujours été dans des associations. Sauf maintenant, depuis que je suis député, parce que ce serait peut-être faire un mélange des genres. Mais quand je ne serai plus député, je reprendrai mes cartes et je bosserai dans des associations. Parce que ça fait partie de l'engagement. Alors, pour certains,
ne s'engagent pas, mais d'autres s'engagent. Et je vois pas les gens arrêter. Je vois avec le Téléthon à Saint-Servant, là, ils étaient là en train de laver les voitures, tout ça. Ils se sont pas arrêtés. Et dès qu'on va les solliciter, ils reviendront. Bon, j'ai un message d'espoir. Oui, parce que on a. Vous savez, l'homme, c'est un animal grégaire. Il vit en société. Alors, on a des ours, on en a quelques-uns, et qui vivent tout seuls. Mais il y en a relativement peu. Ils ont besoin de ce contact, ils ont besoin de voir des gens, et ça fait partie de, ça fait partie de notre histoire. Et moi, je ne vois pas. On passera cette crise, c'est sûr. Il y aura certainement des difficultés parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont malades, mais on y arrivera, on la passera. Et alors pour évoquer 2021, puisqu'on est aux portes de cette nouvelle année, c'est quoi le calendrier du député pour les prochains mois en tout cas? 2020, c'est vaincre cette maladie le plus vite possible, qu'on reprenne une vie normale. Une vie normale, et moi je crois que les gens, ça leur fera une bouffée d'oxygène parce que vraiment ils en ont besoin, et on en a besoin pour notre économie également. Donc se débarrasser de cette maladie le plus vite possible. Alors je ne sais pas si le vaccin sera la bonne chose. Certains, je constate qu'un Français sur deux veut se faire vacciner, mais pas beaucoup plus. Bon, on verra bien, mais c'est un des moyens, certainement. Vous ferez vacciner, vous? Écoutez, j'y réfléchis. Puisque la vaccination est un bon moyen de protéger la population globalement. Évidemment, je serai très attentif à toutes les études qui sortent en ce moment. J'ai remarqué que le gouvernement était lui aussi relativement prudent, il faut le bon vaccin, et il faut qu'il soit efficace. Donc dans ces conditions-là, oui. Et pour 2021, je parlais du calendrier du député, il y a des rendez-vous législatifs Alors, sur le calendrier des députés, il y a un certain nombre de lois qui sont déjà prévues, dont une loi sur la décentralisation, qu'il faudra voir. D'autres lois qui m'inquiètent plus, c'est sur les principes républicains ou le séparatisme, où là, il y a des attaques sur l'école à la maison, sur pas mal de choses, où là, on veut limiter la liberté, et ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Et puis, il y a des élections électorales aussi, il y aura les régionales probablement en juin. Et puis après juin, je pense que déjà les Français seront dans la prochaine présidentielle. Ouais. Donc là sera encore quelque chose certainement qui va nous tenir pendant un bon bout de temps. Mais la présidentielle, ça permet aussi de poser les choses, de faire des choix et d'essayer de s'y tenir. Et moi, le choix que je vois, un choix qui nous est, à mon sens, absolument nécessaire, c'est effectivement de redonner du pouvoir aux élus locaux et globalement aux citoyens localement. Parce que quand même beaucoup de choses sont décidées par la haute administration parisienne, et là ça pose problème parce que ça ne s'applique pas sur le terrain, et puis ils prennent des décisions en fonction de leurs intérêts à eux, mais pas forcément en fonction des nôtres. Et donc redonner du pouvoir localement, à la fois aux élus, à la fois aux citoyens, et aux élus régionaux, aux élus départementaux, aux maires, ça me paraît primordial, sinon on n'y arrivera pas. Vous utilisez souvent le terme de « ils prennent des décisions » en parlant de l'exécutif, un peu comme si vous étiez en dehors de cette sphère décisionnaire, parce qu'un parlementaire fait partie de... Le système français fait que le gouvernement a quand même beaucoup plus de pouvoir que le Parlement. En tout cas, le Parlement hésite à utiliser son pouvoir. Et ça, c'est bien dommage, parce que du coup, il n'y a plus cet équilibre nécessaire entre les élus du peuple, que sont les députés, et les représentants du gouvernement. Un député, ce n'est pas un représentant du gouvernement, c'est un représentant du peuple. Et moi, c'est bien comme ça que je le vois. Je ne suis pas là pour faire la promotion du gouvernement, je suis là pour dire ce que me disent mes concitoyens quand je vais les voir, ou quand ils m'adressent un mail, etc. Donc moi, je suis là pour faire remonter les inquiétudes, remonter les désirs, et après, au gouvernement de voir. On ne peut pas tout faire, là, on est d'accord. Mais par contre, il faut prendre en compte ce que disent les citoyens. Et mon rôle, c'est ça. Et après, éventuellement, de dire au gouvernement, je ne suis pas d'accord parce que chez nous, ça ne peut pas passer comme ça. Donc je fais bien une différence entre le pouvoir exécutif et le député. Et ça, je l'ai toujours fait. Même quand on est dans une majorité, il faut garder
ce rapport avec les citoyens, et on est là pour les citoyens, pour faire remonter ce qu'ils nous disent. C'est pour ça que je reçois ici tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. J'ai reçu les Gilets jaunes, je reçois des anti-éoliens, etc. Est-ce qu'il y a une déperdition de ce rôle de représentant du peuple? Alors, moi j'estime être un représentant du peuple et je représente le peuple. Quand on me donne des informations, etc., je les fais remonter. Quand on me dit ben là ça va pas pour telle et telle raison, c'est ce que je fais. C'est, si vous voulez, le trait d'union absolument nécessaire entre le pouvoir et la base. C'est-à-dire que je ne suis pas un représentant du gouvernement, mais je suis ses yeux et ses oreilles sur le territoire pour leur dire ça ne va pas pour telle et telle raison. C'est comme ça que je vois mon rôle. Et après, ce que j'avais dit quand j'avais été élu en 2017, les journalistes m'avaient demandé, mais m'avaient dit voilà, vous avez été élu, donc vous allez faire ce que veut le gouvernement. Et à ce moment-là, j'étais dans la majorité, et j'aurais dit ah non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, quand une mesure est bonne, je la vote. Quand elle n'est pas bonne, je la vote pas. Parce que je suis un représentant du peuple, pas un représentant du gouvernement. Donc, je peux m'opposer au gouvernement. Je l'ai fait sous Hollande, je le fais sous Macron. Mais pour moi, l'essentiel, c'est bien la mesure à prendre. Comment on respecte les citoyens, comment on est à leur service, ou comment on essaye d'être à leur service. Et du coup, s'il faut s'opposer, ben je m'oppose. Puisqu'on est à la fin de l'année, au moment un peu des bilans, et puis on arrive aussi en fin de mandat présidentiel, quel regard vous portez sur l'action du gouvernement et du président de la République, parce qu'il faut bien dire que ce mandat-là n'est pas simple. Alors c'est un mandat qui n'est pas simple, mais si vous vous souvenez bien, en 2017, nous avons été élus pour que le pouvoir soit en prise avec les réalités. Donc c'était les fameuses logiques ascendantes. Ça devait venir de la base pour monter vers le haut. Et je regrette que dès le début, ça a été le contraire. C'est-à-dire que ça vient d'en haut pour descendre en bas. Donc on n'a pas du tout une ascendance, mais au contraire quelque chose qui descend. Et honnêtement, c'est dans le pur style de la centralisation française, avec un gouvernement qui décide et qui veut imposer sa vue et sa vision. On a bien vu que ça n'a pas fonctionné très rapidement, parce qu'il y a eu des gilets jaunes qui se sont opposés à cette vision. Au lieu de prendre les élus, de leur expliquer d'une part, mais aussi de prendre en compte ce qu'ils avaient à dire, on a dit c'est la haute administration qui a repris le pouvoir, elle sait tout, et donc elle impose sa vision au reste de la population. On voit bien que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première grande crise. Mais pour moi, elle était contenue dans la façon dont on amène le pouvoir. C'est une réaction par rapport à ces actions hyper centralisées où tout est décidé à Paris. Où finalement, on a dit qu'on ferait de la décentralisation, on a fait au contraire de la recentralisation. Et ça, très très vite, on a vu les associations d'élus de tous bords, des maires, départements, etc., qui se sont crispés là-dessus. Enfin, il y a eu quand même des difficultés réelles pour une question de choix politique. Et choix politique qui n'était pas contenu dans la campagne. Et ce système que vous décrivez, il est toujours vrai en dépit des crises, que ce soit celle des Gilets jaunes ou la crise sanitaire? Alors, ça n'a pas changé? Il s'est encore renforcé avec la crise sanitaire, parce que quelque part, le pouvoir prend des décisions. Au niveau économique, il a fait attention. À d'autres niveaux, c'est plus compliqué. Et là, par exemple, il a fait voter au Parlement une loi qui lui permet d'avoir les pleins pouvoirs sanitaires jusqu'au 1er avril. Ça fait beaucoup. Donc 6 mois de plein pouvoir sanitaire sans être obligé de revenir devant le Parlement pour lui expliquer pourquoi ils prennent telle ou telle décision. C'est, à mon avis, c'est pas de cette façon-là qu'il faudrait fonctionner. Et dans la plupart des pays, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Donc une vigilance nécessaire pour le printemps? Alors une vigilance nécessaire pour le printemps, parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde où l'acte d'autorité suffit en elle-même pour que tout le monde dise oui, bon ben c'est comme ça, voilà, on se tait. C'est plus comme ça. C'était autrefois comme ça, mais dans les années 60, 70,
Et puis les choses ont changé, maintenant il faut expliquer, il faut avoir l'adhésion du peuple. Et ça, je crois que ce pouvoir ne l'a pas compris. Finalement, il est sur une façon ancienne de fonctionner. Et c'est dommage parce que je crois que c'était la promesse de 2017, mais qui n'a pas été tenue. Donc c'est le rendez-vous de la fin 2021 finalement. Les promesses tenues, pas tenues, c'est ça. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. C'est ça, et je crois que l'essentiel, c'est effectivement que les citoyens soient associés, et ça veut dire redonner du pouvoir aux élus locaux. Donc on a un cadenas administratif qui a été fait à Paris. Et ça, c'est l'idée principale si on veut que les transitions nécessaires, parce qu'on a entendu parler du réchauffement climatique, on a entendu parler aussi des difficultés qu'on peut avoir avec certains produits, etc. Donc si on veut avoir une transition agricole, une transition énergétique, une transition écologique globalement, qui soit maîtrisée, qui tienne compte de l'économie, du social, de la culture, bien forcément ça se fait avec les habitants. Ça ne peut pas se faire d'une grande ville et puis après descendre directement selon le modèle de la pyramide napoléonienne. Ça ne fonctionne pas. Et on le voit bien aujourd'hui, ça fonctionne de moins en moins. Et le résultat, c'est quoi ? C'est tout simplement que nos concitoyens n'ont plus confiance dans leurs élites, n'ont plus confiance dans leur politique, n'ont plus confiance dans leur administration. Donc il est temps de changer de méthode. Donc, pour terminer, puisque nous allons maintenant passer en 2021, moi je pense qu'il faut garder les gestes barrières, voir si la médecine peut nous apporter un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mieux lutter contre le virus. La vaccination est à étudier, bien sûr. Et puis, je n'ai pas de doute sur le fait que nous allons passer par-dessus ce virus et que nous allons réapprendre à vivre normalement. Il faut juste, c'est une période difficile où il faut se protéger et protéger les plus faibles, mais en même temps, bien garder l'idée qu'il faut rester fort et que nous devons continuer à vivre en même temps.